Et au début, on a senti une légère vibration. Et puis d'un seul coup, des tonnes de débris ont explosé dans le restaurant où nous nous trouvions. Et puis après, on a essayé par tous les moyens de s'échapper. Voilà, donc les États-Unis coupés du monde, tous les aéroports sont fermés, tout le trafic aérien commercial américain est même fermé jusqu'à mercredi soir. Toutes les dessertes du territoire américain, bien sûr, avec l'Europe, sont annulées, sont suspendues. Plusieurs vols depuis la France ont même dû rebrousser chemin en plein vol. Je vous propose maintenant justement d'écouter ce témoignage de touristes américains qui se trouvaient justement dans un avion qui a dû rebrousser chemin en plein vol. Reportage à Roissy. On rentrait chez nous et l'avion a dû faire demi-tour à cause de l'attentat. Et que vous a dit l'équipage ? En fait, ils ne nous ont rien dit, les informations arrivaient en français, et puis on a entendu quelques minutes après qu'il y avait un problème à New York. Mais l'équipage ne savait pas ce qui se passait exactement, il devait juste faire demi-tour et rentrer à Paris. Comment avez-vous réagi ? Nous avons compris que quelque chose de très grave s'était produit, on ne savait pas exactement quoi, mais quand nous avons fait demi-tour, nous savions que quelque chose de vraiment grave s'était passé. On était dans l'avion depuis 1h30, 2h, puis le commandant de bord est venu nous voir et nous a dit qu'une attaque terroriste avait eu lieu et qu'on devait faire demi-tour. C'est tout ce que nous savions et puis l'avion est rentré et alors là nous avons finalement appris ce qui s'était produit. Voilà donc témoignage de touristes américains, de passagers qui se trouvaient dans des vols, qui ont rebroussé chemin en plein vol, alors que donc tout le trafic aérien commercial est suspendu avec les États-Unis. Air France a d'ailleurs mis en place un numéro vert pour toute information. Vous le voyez, vous pouvez composer le 0800 800 812. Oui, 8 avions d'Air France ont été obligés de faire demi-tour au-dessus de l'Atlantique. La presse américaine nous parvient également. Regardez le numéro du Herald Tribune qui a été envoyé il y a quelques minutes à l'Asie, donc des pirates de l'air, des avions détournés frappent les deux tours jumelles et le Pentagone. C'est la une du Herald Tribune. Nos confrères du Figaro également viennent de nous faire parvenir le une. Terreur à New York. On apprend également, Catherine, toujours à propos de ce qui se passe en ce moment à New York, alors que nous cherchons à joindre notre correspondant Pierre-Alexandre, que les hôpitaux de New York sont submergés par l'afflux des victimes, l'afflux des personnes. Le maire de New York a parlé de chiffres terrifiants, rappelons-le, à l'hôpital Saint-Vincent, situé près des deux tours. On avait enregistré 209 victimes en début d'après-midi. Plusieurs blessés d'ailleurs qui sont décédés à leur arrivée à l'hôpital. Plusieurs personnes qui arrivent en fait dans les hôpitaux déjà dans un état critique. Des personnes qui souffrent de blessures graves, de fractures, de brûlures. Et on a vu d'ailleurs des images de personnes qui se jetaient par les fenêtres des tours qui étaient alors en feu avant leur effondrement. Et puis rappelons également que ces 4 appareils, au total 2 sur le World Trade Center, 1 sur le Pentagone à Washington et un quatrième qui, lui, s'est crashé en Pennsylvanie sans avoir atteint son but, eh bien, on fait de toute façon plus de 260 victimes. Colonel Dufour, je me tourne à présent vers vous. Quelle peut être la riposte des Américains ? Est-ce qu'il va falloir frapper fort et vite ? Frapper vite, ça risque d'être difficile, ou alors ça va être un peu comme lors des attentats contre les ambassades de Nairobi et qui avaient été frappés des objectifs soit au Soudan, une usine de produits chimiques, soit le désert en Afghanistan. Le problème est d'identifier, et pour identifier, ça demande un travail probablement long, on ne peut pas savoir. En revanche, après, il faudra frapper. Or, la riposte antiterroriste ne peut pas être une riposte d'antiterroriste d'État, c'est-à-dire qu'on ne va pas frapper indiscernement un pays adverse, ou alors les Américains ne traiteraient pas l'affaire comme il le faut. Il ne faut traiter que les coupables, et tout le problème est là. Même si ce sont les talibans qui soutiennent par exemple Oussama Ben Laden. Et si les Américains arrivent à identifier l'adversaire, à ce moment-là, bien sûr, la riposte sera terrible. Mais le problème est de l'identifier précisément et de le frapper précisément. Et on apprend à l'instant, encore une fois, qu'un haut responsable américain, mais toujours sous le couvert de l'anonymat, soupçonne évidemment Ben Laden. Si vous me permettez, l'enchaînement est quand même assez simple, parce que Oussama Ben Laden, mais partons de l'hypothèse quand même que Oussama Ben Laden, ou quelqu'un de pas loin, est l'organisateur de cette affaire.
Ils ont une situation tout à fait exceptionnelle en Afghanistan. Ils avaient un petit peu aussi un pied en Tchétchénie, mais en Afghanistan, ils ont véritablement ce faux État, parce que ce sont des sortes de Khmers rouges que les talibans, qui leur donnent un abri total et les protègent des sanctions. Avant même de songer à des gestes qui peuvent apaiser l'opinion, la véritable affaire, c'est une explication de gravure avec l'armée pakistanaise. Une grande armée avec une bombe atomique. Et il faut leur demander combien de temps encore allez-vous tenir avec vos services secrets, vos livraisons d'armes, à bout de bras ce régime des talibans. Allez-vous, oui ou non, cesser de le soutenir? Et c'est là que commence l'engrenage de la crise. Je pense en tout cas que nous avons, dans les minutes là, qui ont suivi cet attentat, assisté en direct à la fin du zéro mort. Après une attaque de cette ampleur sur les États-Unis, c'est fini maintenant. Les attaques aériennes sans intervention de toutes les forces armées. Le ciblage, c'est terminé. Possible. Nous avons assisté, probablement, nous avons scellé l'entente russo-américaine, car on ne peut pas frapper les talibans sans concertation avec les Russes. C'est même le seul endroit de la planète aujourd'hui où la CIA et le KGB ont commencé à travailler vraiment ensemble pour petit à petit endiguer les talibans. Et nous avons assisté probablement à la fin de l'Alliance saoudienne, car ce que les Américains vont demander à l'Arabie saoudite, et ça c'était un des calculs de Osama Ben Laden, va évidemment profondément perturber le royaume, comme il va profondément perturber son grand allié pakistanais. Merci, beaucoup de changements donc à prévoir. Il est 22h, vous écoutez LCI, édition spéciale toute cette soirée, mais aussi toute cette nuit, où nous serons en direct sur cet effroyable apocalypse, selon le titre de la presse de demain d'ailleurs, qui a frappé les États-Unis, le cœur même de la finance Manhattan et le cœur de la défense américaine au Pentagone. Catherine. Oui, rappelons que 4 avions détournés sont venus s'écraser. 2 tout d'abord sur les tours du World Trade Center à New York, un autre avion sur le Pentagone à Washington et le dernier avion perdu en Pennsylvanie, près de Pittsburgh. Revenons sur le fil des événements de cette terrible journée avec Géraldine Ponce. 9h ce matin à New York. Alors que des milliers de personnes commencent à peine leur journée dans les bureaux du World Trade Center, un avion de ligne vient de s'écraser sur l'une des 2 tours. L'explosion est impressionnante. Le bâtiment de 110 étages est touché aux 2/3. Il est en flammes. Certains employés pris au piège tombent dans le vide. La police new-yorkaise a à peine le temps d'évacuer les environs qu'un second appareil s'encastre alors 18 minutes plus tard dans l'autre tour cette fois-ci. D'importants nuages de fumée s'échappent des 2 bâtiments. Dans la précipitation, les ambulanciers tentent d'évacuer les 40 000 employés. Mais le temps est compté. Les 2 tours en flammes menacent de s'effondrer à tout moment. Quelques instants plus tard d'ailleurs, la première tour explose dans un immense nuage de poussière et s'écroule. La seconde tour s'effondre à son tour un peu plus tard. Malgré le périmètre de sécurité, les dégâts sont immenses. Image d'apocalypse dans les rues de New York. C'est la panique. Les blessés ainsi que les passants en proie à des crises d'hystérie sont évacués. Les autres s'enfuient en criant. Le chaos est total. Selon le maire de New York, le bilan des victimes est terrifiant. Let's just get back. Get back. Get the cameras out of here. Let's go. Get off. Le FBI évoque immédiatement la piste de l'attentat. Le Front de libération de la Palestine aurait d'ailleurs revendiqué les 2 attaques, information finalement démentie par un responsable du groupe. Le président Bush en déplacement en Floride a commenté ce drame. Il parle de tragédie nationale dont les auteurs seront traqués. Et la folie terroriste ne s'arrête malheureusement pas là. Dans l'heure qui suit, un avion de ligne s'écrase sur le Pentagone en plein cœur de Washington. Le département d'État est à son tour en feu, touché par l'explosion d'une voiture piégée. Par crainte d'une nouvelle attaque, la Maison-Blanche, le siège de l'ONU et le sud de Manhattan sont évacués.
Et dans la foulée, un Boeing 747 assurant la liaison Newark-San Francisco s'écrase sur Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les autorités américaines sont débordées et annoncent la suspension de tous les vols commerciaux jusqu'à nouvel ordre. Les 4 avions qui se sont écrasés étaient en effet des avions de ligne d'United Airlines et American Airlines. Ils ont tous été détournés en vol. Ce soir, tous les aéroports du pays sont fermés et les États-Unis coupés du monde. Et ils le resteront encore une fois une partie de la journée de demain. Pierre-Alexandre, bonsoir. Il est 16h chez vous à New York. Quelle est la situation ce soir, 7 heures après ce double attentat? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Bien écoutez, au-dessus de Manhattan, il y a toujours une épaisse fumée, mais elle est un petit peu moins dense et un petit peu plus claire que tout à l'heure. Les recherches dans les décombres ont commencé, on cherche à retrouver des blessés afin de les évacuer vers les hôpitaux. Le chiffre que l'on a pour l'instant, c'est 600 personnes qui auraient été pour l'instant transférées vers les hôpitaux de New York. Et puis des appels incessants pour demander aux New-Yorkais de donner leur sang justement pour venir en aide aux blessés. Il n'y a toujours pas de bilan définitif. Rudy Giuliani, le maire de New York, a dit tout à l'heure effectivement que le bilan serait terrible, mais qu'il ne pouvait pas pour l'instant faire la moindre estimation. Donc pour l'instant, eh bien, tout cela se poursuit, les recherches dans les décombres se poursuivent. Il y a des hélicoptères qui viennent chercher les blessés afin de les emmener vers d'autres hôpitaux, vers d'autres villes américaines. Et puis donc voilà ce que l'on peut dire. Tout Manhattan a été évacué, hein, Pierre. Alors, toutes les personnes qui se trouvaient effectivement dans le sud de Manhattan ont été évacuées vers le nord ou vers d'autres quartiers et on leur a demandé de rentrer au plus vite chez eux. Donc pour l'instant, eh bien, les rues se vident. Ici, je suis à Brooklyn, je suis à moins de 100 mètres du foyer, de la fumée blanche qui s'élève et c'est le calme. Tout le monde rentre chez lui, les mines sont consternées, mais il n'y a pas de mouvement spécifique. Vous l'avez dit, Pierre-Alexandre, appel incessant au don du sang. Les hôpitaux de New York sont débordés. 170 hôpitaux à New York, ils sont tous effectivement mobilisés. Il y a 600 personnes qui sont transférées vers les hôpitaux et on peut penser que dans les heures qui viennent, le mouvement va s'amplifier. C'est pour ça effectivement qu'il y a des hélicoptères qui établissent d'ores et déjà des transferts vers d'autres villes afin justement de pouvoir offrir une qualité de soins la meilleure possible. Apparemment, Pierre, également le métro fonctionne toujours, ce qui a permis une évacuation relativement rapide. Oui, le métro ne fonctionne pas dans la zone directement touchée, mais autour, dans la partie nord de New York, dans les autres quartiers, que ce soit le Bronx, le Queens ou Brooklyn, eh bien là, le métro fonctionne et cela afin de permettre aux habitants de New York de rentrer au plus vite chez eux. Tout à l'heure, le maire de New York a annoncé une mesure spéciale. Une aide allait être apportée très rapidement aux enfants dont les parents ne pourraient pas que les parents ne peuvent pas venir chercher ce soir à l'école. Merci beaucoup, Pierre, et bien entendu vous restez avec nous pour toute cette soirée, cette nuit spéciale sur LCI. Je vous propose de revenir maintenant sur l'événement de ce matin. Il était donc 9h-5 en plein centre de New York. Regardez ce témoignage filmé au cœur même du World Trade Center, signé Guillaume Deblé. Au pied des 2 tours qui viennent de s'effondrer, tout le monde est recouvert d'une épaisse couche de poussière blanche. Partout des gravats, une lumière surréelle. Cette femme qui gémit est évacuée. Elle est choquée mais indemne. La caméra s'avance dans les entrailles du bâtiment. Étrangement, derrière ces vitres brisées, dans ce qui était le hall, tout semble calme. Seules des sirènes au loin rompent le silence. Autour, à l'extérieur, ils sont des milliers à avoir tout vu, sans réussir à y croire. Des témoins racontent. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des brilles de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. La tour qui s'effondre paraît toute proche. La panique est terrible, il faut fuir le plus vite possible. Dans les rues, il y avait des New-Yorkais, des Américains, mais aussi beaucoup de touristes étrangers.
Rapidement, un semblant d'organisation apparaît. Ces hommes crient à la foule de ralentir. Aux abords du lieu de la catastrophe, les rues deviennent quasiment désertes. Reste juste cette poussière blanche qui recouvre tout, comme si New York avait été enseveli. Alors le président George Bush, qui se trouvait en Floride au moment de la catastrophe, n'est pas rentré à Washington.